dimension environnementale par la consécration d'un fonds de réhabilitation qui est pris en compte dans le nouveau code minier, le code qui a été donc adopté en novembre 2016. Et donc il y a un fonds qui doit être alimenté par les structures privées pour permettre la réhabilitation de ces zones. Et donc ce fonds, bien sûr, qui est versé au trésor, dans le melting pot, si je peux dire, mais c'est bien quand même qu'il y ait déjà, c'est une avancée assez phénoménale dans la législation, ce fonds de réhabilitation, parce qu'avant ça n'existait pas. Le problème peut-être maintenant de ce fonds de réhabilitation, c'est le décret d'opérationnalisation du fonds. Pour l'instant, le décret est à l'étude encore, il n'a pas encore vu le jour. Les autres contraintes que l'on a par rapport à ce type d'activité, c'est la mobilisation des ressources. Les promoteurs doivent mettre à la disposition de la direction de l'environnement et des établissements classés des ressources. C'est assez difficile d'y accéder effectivement pour différentes raisons, et notamment pour des raisons toutes simples d'organisation entre le ministère des Finances et les différents ministères. On est en train de travailler dessus pour avoir un accès aux ressources beaucoup plus faciles qui nous permettraient de faire notre travail dans des meilleures conditions. Il y a également, bien sûr, les contraintes par rapport aux sociétés qui sont assez faibles. C'est-à-dire que quand on met en demeure, par exemple, une société parce qu'elle ne respecte pas le code de l'environnement, on nous demande aussitôt et au plus haut niveau de lever cette mise en demeure et de ne surtout pas fermer l'industrie ou la mine ou la société, parce que, bien entendu, ça crée beaucoup de problèmes sociaux, les emplois, etc., etc. Vous connaissez le problème. Donc, on est assez limité quand même dans nos prérogatives. On n'a pas vraiment la possibilité d'amener les sociétés à se conformer à la réglementation, puisque, encore une fois, les mesures coercitives ne sont pas utilisées comme elles le devraient. Bon, c'est peut-être le cas de tous les pays en voie de développement où c'est beaucoup plus difficile. L'économie prime parfois sur l'environnement. Moi, à mon avis, c'est que les deux, l'économie, c'est-à-dire le développement et l'environnement, vont vraiment ensemble. Nous sommes le ministère de l'Environnement et du Développement durable, et donc, pour ne pas faire plus long, je pense que ça va ensemble, hein, sincèrement, et je crois bien que vous êtes tous convaincus de ça. Je vous remercie pour votre attention. On me rappelle à l'ordre. Congrès solennel du Parlement du Sénégal, qui m'honore personnellement et à travers moi l'ensemble du cabinet White & Case. Donc, vous avez tout à fait raison, confrère, monsieur le bâtonnier, le sujet qui suit est tout à fait en ligne directe, puisque ce que vous m'avez proposé de traiter en un petit quart d'heure, c'est le démantèlement des sites pétroliers et miniers. C'est un enjeu majeur, à n'en pas douter, aussi bien environnemental, comme on vient de le voir, qu'économique. Le nombre de sites pétroliers et miniers est toujours plus important. Si on prend par exemple le seul nombre des plateformes pétrolières offshore, il y en a aujourd'hui en activité environ 6500 à travers le monde. Et l'on sait surtout qu'un très grand nombre de ces structures vont arriver en fin de vie et vont devoir être démantelés entre 2020 et 2040, donc des échéances relativement courtes à cette échelle. Et des études ont montré que pour le seul plateau continental britannique, il faudrait environ 30 milliards de livres sterling d'ici jusqu'à 2040 pour le seul démantèlement des installations existantes. Donc vous voyez pourquoi je parlais d'enjeux majeurs, non seulement environnemental, mais aussi économiques. Il y a beaucoup d'avocats et de juristes, plus généralement dans la salle aujourd'hui, comme vous le savez certainement, un avocat aime bien essayer de mettre des mots précis sur une notion, même si celle-ci est potentiellement abstraite et large. J'ai donc essayé de trouver, pour commencer, la définition du démantèlement. Je suis aidé en cela par la UK Offshore Operator Association, qui décrit le démantèlement comme le processus que suivra l'exploitant d'une installation afin de planifier, d'obtenir l'approbation de l'entité publique compétente
et ensuite de mettre en œuvre soit le retrait, soit l'élimination, soit la réutilisation d'une structure lorsque celle-ci n'est plus nécessaire à ses fins actuelles, aux fins qui étaient recherchées. Cette définition me paraît intéressante parce qu'elle souligne en fait que les opérations peuvent impliquer tout ou partie du site. On vient de le voir, il y a des exemples qui montrent en fait que le démantèlement peut intervenir au cours de la vie du projet en fonction de la zone qui est touchée. Et donc, la notion de démantèlement recouvre un grand nombre de situations qui sont différentes. Néanmoins, le point commun, qui en général relie l'ensemble des cas de figure, c'est que le démantèlement est un processus généralement long, complexe et coûteux. Et dont les contours juridiques proviennent de plusieurs sources. Donc, comme le temps est compté et que j'en ai pas beaucoup, ce que j'ai essayé de faire pour cette présentation, comme c'est un vaste sujet, c'est de montrer un petit peu l'organisation des sources et de piocher un petit peu des exemples des différentes sources de droit, en distinguant d'une part les sources normatives, le cadre réglementaire qui peut être applicable, des sources qui sont conventionnelles, donc contractuelles, et qui régissent aussi les obligations des opérateurs et évidemment aussi des États membres. Dans cette distinction donc, entre les sources normatives d'une part et les sources conventionnelles d'autre part, il m'a semblé opportun de faire une distinction, pour commencer, entre d'une part les régimes applicables aux installations offshore et d'autre part les installations onshore. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit en étudiant la question que les sites offshore, par définition, ont des sources normatives plus larges parce que ça implique notamment des conventions internationales. Et donc le droit international va pouvoir, en fonction de la ratification ou pas par l'État hôte des différentes conventions, des différents traités, trouver à s'appliquer et venir, si vous voulez, compléter le cadre légal applicable, alors que pour ce qui sera du onshore, c'est en général la législation du pays hôte qui s'applique aux activités, qu'elles soient pétrolières ou non. Donc pour démarrer sur les sources normatives, le droit international sur les activités offshore, un grand professeur de droit international a une formule qui me semble intéressante, qui dit que le droit international c'est un peu comme une tapisserie constituée de normes de divers degrés de pertinence et de force exécutoire qui s'appliquent à différents groupes d'États. Et ensuite, qui fournit au mieux un cadre dans lequel les nations et les compagnies pétrolières internationales peuvent mener leurs opérations. Et donc, cette description est assez pertinente parce qu'elle montre en fait que les États gardent une réelle marge de manœuvre par la ratification ou non de conventions pertinentes, puisque, et ça c'est important de le souligner, il n'a pas acquis ce droit international, n'a pas acquis le statut de droit coutumier. Les entreprises donc, et leurs conseils doivent donc rechercher dans la législation nationale quelles sont les sources de droit international qui vont trouver à s'appliquer en fonction de l'état du fort, de l'état hôte de l'industrie. Pour remonter aux sources de ce droit international, on note en fait que la première tentative multilatérale de se doter d'un système international de démantèlement des structures figure dans la Convention de Genève de 1958, qui s'appelait Convention de Genève sur le plateau continental. C'était une convention qui était assez dure, dont les principes étaient assez durs, principalement en raison de sa date, parce qu'elle prévoyait en fait que la totalité des installations offshore devait être entièrement démantelée à la fin de l'exploitation. Et au fil des ans, on s'est aperçu des contraintes que créaient ces dispositions. Et en 1958, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas anticipé les techniques extractives les plus récentes, avec des forages en eau très profonde et avec des techniques qui repoussent, si vous voulez, toujours plus loin les limites de l'imagination. Et qui font qu'aujourd'hui,
il apparaît que être aussi radical, qui peut quelque part se défendre, mais dans les faits est très difficile à atteindre, et ces dispositions donc étaient très restrictives. C'est en partie pour cette raison que s'est substituée donc à la Convention de Genève de 1958 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1973, et ces différentes évolutions jusqu'à aujourd'hui, et qui ont introduit justement un point dans cette notion de démantèlement total, et qui ont une approche beaucoup plus pragmatique, si je puis dire, sur les procédés et les obligations qui s'appliquent donc aux opérateurs économiques. Ces conventions ne traitaient évidemment pas que du démantèlement. Elles avaient un objet beaucoup plus large, comme le nom l'indique. Les premières règles détaillées relatives au démantèlement et sources de droit international ont été définies par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui, à partir de 1989, a édicté, si vous voulez, des directives et des normes relatives à l'enlèvement des installations et des ouvrages au large sur le plateau continental et dans les zones économiques exclusives. Et le principe que j'évoquais tout à l'heure, à savoir d'un maintien total ou partiel, a été en partie repris par l'OMI dans le cadre de ces directives. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est que ce que dit la directive, c'est que donc, toutes les installations ou structures offshore abandonnées ou désaffectées doivent être retirées, sauf lorsque leur maintien total ou partiel est conforme aux directives ou aux normes. Donc ça ouvre véritablement cette possibilité. Mais néanmoins, cette décision, elle doit se fonder sur une évaluation, évidemment, qui est faite au cas par l'État côtier, qui a la compétence sur l'installation et l'ouvrage concerné. Néanmoins, on note que dans la pratique, il peut y avoir des incohérences entre les conditions requises et même le droit national qui va s'appliquer. C'est la raison pour laquelle il y a quand même eu certaines critiques qui se sont élevées à l'encontre des directives de l'OMI. D'abord parce qu'elle ne traite pas spécifiquement de la suppression ou du démantèlement des pipelines ou des installations annexes. Elles sont véritablement focalisées sur les opérations de forage. Et un autre sujet qui, de manière environnementale, est important, elle ne traite pas non plus des débris et de l'ensemble des décompositions qui peuvent être liées justement à ce démantèlement. Elle ne prévoit pas non plus, et ça j'en parlais, de procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, et donc il y a clairement des manquements qui peuvent être corrigés dans le futur. Une autre source de droit international qui, là pour le coup, s'est focalisée sur une région géographique très spécifique, qui est l'Atlantique Nord-Est, et la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, la Convention OSPAR. Ça reprend les grands principes et ça ouvre là aussi la possibilité d'un démantèlement qui soit total ou partiel. La raison pour laquelle je cite la Convention OSPAR, c'est qu'elle met en avant un principe qui est aussi important en droit de l'environnement, qui est le principe de précaution. C'est une convention internationale qui fait donc référence à ce principe et qui clairement dispose qu'en fait il est au final plus coûteux dans sa philosophie sur le long terme, tant pour l'entreprise, tant pour l'état d'accueil que pour la nature évidemment, de compromettre les générations futures en ne prenant pas en compte, si vous voulez, les précautions qui doivent être prises ab initio et donc en tenant compte ab initio des problématiques futures de démantèlement. Comme je vous l'ai
la règle générale part donc d'élimination totale, mais il est possible d'y déroger lorsque, dit le texte, il est préférable de réutiliser, de recycler ou d'éliminer en partie les installations. Donc voilà pour les grandes conventions, si vous voulez, qui peuvent être des sources de droit international. Encore une fois, c'est loin d'être exhaustif, ce n'est qu'un panorama, mais ça vous explique, notamment pour le offshore, que ce cadre-là doit effectivement s'insérer avec les législations nationales. Si je prends par exemple l'exemple français, le cadre législatif et réglementaire français va outre, bien que la France soit signataire à la fois de la Convention des Nations Unies et soit membre de l'OSPAM, va préciser certaines dispositions et parfois même renforcer les obligations des opérateurs. J'ai là aussi, pas voulu être exhaustif, mais j'ai noté trois grands axes que l'on retrouve en fait au sein du cadre législatif et réglementaire français. Le premier, c'est que l'obligation de remise en état du site, elle découle en fait à la fois du code minier et du code de l'environnement. Il y a une véritable obligation qui est faite aux opérateurs de préserver la sécurité et la salubrité publique, et il y a une interdiction de tout rejet à la mer d'hydrocarbures, de mélanger d'hydrocarbures qui sont susceptibles de porter atteinte, que ce soit à la santé, à la faune, à la flore et au développement des régions. Et le Code de l'environnement prévoit même une obligation spécifique donc, de remise en état avec un niveau assez élevé, puisqu'il faut qu'il n'y ait aucune atteinte qui puisse être portée à l'objectif de ressources en eau. C'est-à-dire que notamment l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau est une aune à laquelle on mesure le degré de dépollution d'un site. Donc des obligations claires en matière de remise en état du site en France. On note pour l'offshore, on note néanmoins une absence d'obligation de constitution de garantie financière. Ce qui est assez surprenant et qui risque de changer parce qu'il existe, et vous connaissez l'ordre juridique européen et français, il existe des directives européennes et une directive en particulier, mais non encore transposée en droit positif français, qui, elle, prévoit que les États membres imposent à l'exploitant des capacités suffisantes, des capacités économiques suffisantes pour respecter ces obligations financières, puisque comme ce sont des projets très longs, et j'en parlerai après dans les sources conventionnelles, il faut être certain que l'opérateur économique qui débute un projet soit bien en mesure d'avoir les ressources suffisantes pour justement démanteler le dit projet. Donc en offshore, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est différent en onshore. En offshore, il n'y a pour l'instant en France pas d'obligation de constituer des garanties. Néanmoins, il y a une problématique, il y a des sanctions qui sont relativement fortes, puisqu'il y a des sanctions pénales, notamment, qui sont prévues, et vous pouvez risquer jusqu'à 18 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour ce qui a trait au rejet d'hydrocarbures. On me fait signe que je suis très en retard, donc je vais aller un petit peu plus vite. Sur les sources, sur les activités onshore, ce que l'on note principalement, notamment dans l'exemple français, c'est que les installations sont soumises, et Madame Pierre en parlait, c'est certainement très similaire avec le droit français, aux dispositions relatives à la protection de l'environnement, donc tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle communément les ICPE. Et donc la principale différence avec le régime offshore, c'est que là, pour le coup, il y a la constitution d'obligations financières qui doivent être constituées, avec la possibilité pour le préfet de les appeler. J'avais après prévu de parler un peu d'une sorte de panorama africain de certains États.
Madame Dara a notamment mentionné un aspect qui me tenait à cœur et dont je voulais parler, dont je ne peux pas y revenir, c'est le fonds de réhabilitation. Le Sénégal l'a prévu. Je note que le Gabon, notamment, a le même instrumentum de fonds de responsabilité industrielle qui prévoit donc qu'il y ait une cotisation des opérateurs privés qui permettra, le cas échéant, de venir au secours si les ressources sont en défaut lors du démantèlement. Donc je passe vite sur les sources conventionnelles, Monsieur le bâtonnier. Ce qu'on note principalement, c'est qu'il est important de compléter, si vous voulez, les sources normatives. C'est l'intérêt de l'opérateur économique. Je pense que c'est aussi l'intérêt de l'État hôte, justement au cas par cas, de préciser, voire d'accentuer les obligations qui sont à la charge de l'exploitant. Je voulais juste dire un mot, puisque hier, il y avait une présentation tout à fait intéressante sur les modes de financement des activités minières et pétrolières. On a parlé notamment de la technique de financement de projet. Il est évident que lorsque vous avez des bailleurs de fonds internationaux qui sont appelés à financer ce genre de projet, que ce soit les multilatéraux de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement, elles vont arriver avec des guidelines qui vont nécessairement renforcer toutes les contraintes environnementales, mais aussi évidemment en matière de démantèlement. On aurait pu dire en mot aussi des principes de l'Équateur auxquels